une des caractéristiques de cette technologie, c'est sa rapidité. Ce qui n'aide pas non plus les orientations sur les compétences, parce qu'on est dans un monde qui change très vite et même qui est connoté par une grande incertitude. Donc même les plans anticipés, savoir quelles compétences qu'il faudrait un peu développer. Et donc, un investissement massif, c'est de dire il faut faire vite. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Marjorie Paillon. Et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 9. L'IA et l'emploi. Hello Laurent, bonjour à toi. Salut Marjorie. Alors aujourd'hui, l'IA évidemment, mais qui va détruire 300 millions de jobs dans le monde, dixit Goldman Sachs. Elle pourrait aussi créer 500 millions d'emplois d'ici 2033, ça c'est selon Gartner. Des chiffres, des études qui font régulièrement la une, oui. Mais que nous disent-ils vraiment sur le futur du travail ? Votre fiche de poste sera-t-elle mieux remplie par ChatGPT que par vous-même ? Votre voisin de bureau sera-t-il bientôt en humanoïde ? Tant de questions qu'on a envie de poser à Franca Salis-Madinier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes actuellement collaboratrice chez Orange, mais surtout membre pour la CFDT du Comité économique et social européen à Bruxelles. Vous avez été rapporteur de plusieurs avis sur la transition numérique et l'intelligence artificielle. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le rapport IA, notre ambition pour la France, remis à l'Élysée au printemps dernier, notamment par Anne Bouvreau et Philippe Aghion. Vous allez nous dire quel a été votre travail à ce sujet. Et puis, on avait très envie avec Laurent, en effet, de vous recevoir parce que parler IA, futur du travail, avec une syndicaliste, on se dit que quelque part, on a déjà un petit peu gagné la partie. Alors, première question, et je propose qu'on pose tout de suite cette question tarte à la crème. L'IA va-t-elle nous piquer nos emplois, Franca ? Ouf, la question à 3 millions. Le job, au moins. Je ne suis pas une prophète, donc sous les chiffres, c'est très compliqué. Il est vrai que l'IA va changer, et d'une manière bouleversante, nos façons de travailler et aussi les contenus de notre travail. Alors, ce que je vais dire aussi sous les chiffres, parce que c'est important, il y a des secteurs qui sont plus concernés que d'autres, des métiers qui pourraient être plus concernés que d'autres. Si on prend l'approche, par exemple, tâches d'un métier, les activités qui constituent un métier, mais il y en a qui sont plus exposés à une automatisation poussée par l'IA et d'autres moins. Ce qu'on peut dire, la nouveauté, peut-être même par rapport à l'IA ancienne génération et l'IA générative, qui a fait éruption avec la plus connue application ChatGPT à fin 2022, c'est que tout le monde est concerné. C'est ce que vous dites dans le rapport, 19 emplois sur 20, dans le rapport que vous avez participé sous la direction de Dan Bouvreau et Philippe Aghion, 19 emplois sur 20 ont des tâches qui peuvent être automatisées ou dans laquelle l'IA peut apporter des gains de productivité ou remplacer le travail humain. Des tâches. Alors, voilà, des tâches. Donc, l'approche est différente. Vous vous rappelez, je ne sais pas, deux Américains, Fry et Osborne, qui avaient prédit 47% d'emplois détruits par l'automatisation. À l'époque, on parlait surtout de ça. On voit quelques années après que les chiffres sont un peu têtus. Ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prédéterminisme. Je pense que ça, c'est une question importante pour ceux qui nous écoutent. Rien n'est prédéterminé dans une technologie qui peut avoir des effets ambivalents. Et c'est pour ça que je dis le rôle des représentants des travailleurs et donc des syndicats, lorsqu'ils existent dans les entreprises et les organisations, c'est aussi de challenger la finalité de l'introduction de cette technologie. Alors, nous pouvons aller sur un court terme, surtout avec des grandes promesses, et dire, j'achète un logiciel qui simule et qui fait des activités similaires à l'activité humaine, et donc c'est pour remplacer les humains, ou bien je peux avoir un autre discours, même en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise ou d'organisation, et dire, mais moi, cette technologie, je pourrais l'utiliser, la mettre à disposition de mes collaborateurs pour qu'ils soient plus riches, qu'ils puissent faire des tâches plus intéressantes, enrichies, et donc
j'aime pas les termes augmenter, mais améliorer les travails et aussi faire en sorte que ça soit plus innovant, etc. Donc, la finalité, elle est très importante Ça, aussi. c'est très intéressant. La question de la finalité, du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va vers une transfo numérique? Pourquoi est-ce qu'on va vers une transformation par l'IA, par l'automatisation? Vous avez énormément travaillé sur la question et on se rend compte, au bout de plusieurs années de transformation numérique, qu'en réalité, ça n'a jamais été une question de maturité technologique, mais bien une question de pouvoir et une question de remise en question de la culture même d'une entreprise. Si on revient sur l'IA, par exemple, et notamment les outils d'IA générative, évidemment, vous le disiez, plusieurs entreprises en sont déjà dotées. Il y a une étude KPMG, tiens, je vous en donne encore une, qui souligne que dans cette course à l'IA, c'est devenu l'enjeu numéro 1 pour 57% des patrons français cette année. Il n'était que 15% à le penser en 2023, à peine, c'était il y a même pas 12 mois. 59% de ces CEO français, elles se disent prêts à investir dans des outils d'intelligence artificielle, fussent-elles génératives, malgré l'incertitude économique. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu, justement, vis-à-vis de ce pourquoi je le fais, pourquoi j'y vais, pourquoi je fais cette transformation par l'IA, est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de confondre l'outil et le GPS? Est-ce que l'IA, c'est devenu finalement la nouvelle étoile du berger, si j'ose dire, des patrons français? Alors d'abord, peut-être là-dessus, sur l'adaptation, l'utilisation de ces outils et même l'intégration, il y a quand même une grande différence entre les TPE et les PME. Et les grandes entreprises, notamment lorsqu'on parle des gros investissements d'infrastructures, des bases de données, des serveurs, etc. Ça, c'est plutôt l'apanage des grands groupes, dans le monde comme en France. Les TPE, PME, moi, je dirais, je suis à la CFDT, donc cadre, et nos membres, nos adhérents, par exemple, l'utilisent, surtout ceux qui sont plus, je dirais, habitués et même dans des activités déjà très numérisées, comme des boîtes d'informatique, des conseils, les secteurs financiers, banquiers, les assurances, etc. Et utilisent les outils, notamment d'IAG, même en cachette. En cachette. C'est-à-dire que leur employeur, surtout au début, n'était pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même un risque. Il y a aussi un risque des données, des sécurités industrielles, etc. Donc, vous voyez, et c'est plutôt... Alors, ce que je veux dire par là, c'est... Moi, je ferai une différence entre l'IA ancienne génération, celle qui a créé beaucoup d'inégalités, d'ailleurs, qui a touché surtout les professions non qualifiées, et donc avec baisse des salaires et plutôt augmenter les salaires des tech, des développeurs, par exemple. Pardon? Des développeurs informatiques, par exemple. Donc, en créant beaucoup de gaps, je dirais que ça, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, si les gens ont peur aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur davantage de continuer à subir, pour certains, des inégalités renforcées. Donc, ça, c'était les 2 dernières décennies, parce que si on se met dans un continuum, l'IA et l'IA générative n'est que l'évolution de toute une numérisation, d'un processus de numérisation qui est à l'œuvre depuis des décennies. Et l'IA, c'est existé, je rappelle, depuis Alan Turing, 1950, avec la tentative de simuler justement l'activité humaine. Aujourd'hui, l'IA générative peut changer la donne. Il faut qu'on s'en donne les moyens. Il faut qu'on l'oriente. Donc, il y a des politiques publiques qui peuvent aider à choisir les bonnes orientations, mais aussi, la vision d'un entrepreneur, d'un employeur, et dire, voilà, cette IA générative peut peut-être m'aider à réduire les inégalités. Je vous prends un exemple. Vous êtes dans un centre d'appel. On introduit des outils d'IA générative. Pourquoi? Alors, finalité. J'ai un conseiller client qui est très expert et très bon dans les réponses clients, dans le placement des produits, etc. Si je prends un nouveau recruté et je veux réduire, je ne vais pas les remplacer par la machine, je veux que les grands experts puissent entraîner rapidement par le biais de la machine celui qui vient d'arriver ou celle qui vient d'arriver. Et donc, une sorte de captation de la connaissance par la machine et un partage. Vous voyez que si on est dans cette logique de partage, pour faire croître plus rapidement quelqu'un qui a un bas salaire, qui vient d'être recruté, les fidéliser, etc., je peux utiliser
par exemple, cette captation des connaissances qui est faite par la machine pour les partages. Alors, si on est dans ces cercles vertueux, vous voyez que les effets, c'est plutôt plus de richesse, plus de prospérité, je dirais, moins d'inégalité, mais ce n'est pas automatique. Parce que je peux avoir aussi l'entrepreneur qui dit, moi, allez, je vais des logiciels. D'ailleurs, c'est aussi la promesse, beaucoup des fournisseurs. Je vous vends ça, vous allez voir, il y a des gains de productivité. Quand on parle de gains de productivité, la première équation, c'est de dire, je peux réduire et je remplace par la machine le travail humain. Je pense qu'il y a d'autres façons de penser qui est plus long terme. Tiens, la machine, elle peut aider mon journaliste, elle peut aider mon conseiller, elle peut aider mon RH, mais en la libérant, par exemple, des tâches rédigées, des tâches longues, analysées, des bases documentaires, etc. Et en même temps, en se concentrant sur des tâches qualitatives. Et donc, vous voyez que ça, c'est une complémentarité. Et je pense que la clé un peu même des effets, pour répondre à votre question initiale, elle est là. Et je pense que les syndicats peuvent être un contre-pouvoir pour challenger l'entreprise en orientant dans le monde du travail, parce que pour l'instant, on n'aborde que cette question, pour faire en sorte que la machine soit complémentaire de l'activité humaine et pas un remplacement. Et ça, je pense que c'est une opportunité. Il faut la saisir de cette façon, mais elle n'est pas déterminée. Il y a aussi des politiques publiques qui peuvent aider des entreprises et même des chercheurs à faire en sorte qu'ils ne cherchent pas des technologies qui remplacent l'activité humaine, mais plutôt qui puissent compléter l'humain. Est-ce qu'on aura demain une déduction fiscale pour les entreprises qui utiliseront l'IA de manière vertueuse et pro-emploi et à l'inverse, une surtaxation des entreprises qui remplacent des salariés? Moi, je ne sais pas si la réponse sans effet pervers, parce que parfois on peut avoir des effets pervers, ce serait facile de dire, mais je pense qu'on peut encourager les entreprises, même au niveau fiscal, qui introduisent des technologies, pas pour remplacer, mais pour compléter, complémentarité de l'homme. Ça, c'est tout à fait dans les domaines. Et je pense aussi qu'il faudrait investir, on en parle, et il faut en parler davantage. On n'a pas dit qu'une des caractéristiques de cette technologie, c'est sa rapidité. Vous l'avez dit, ChatGPT a fait son apparition en novembre. Quelques semaines après, il y avait 1 million déjà d'utilisateurs. Netflix, pour le même nombre, a mis 3 ans. Vous voyez donc l'échelle, ce qui n'aide pas non plus les orientations sur les compétences, parce qu'on est dans un monde qui change très vite et même qui est connoté par une grande incertitude. Donc même les plans anticipés, savoir quelles compétences, on peut imaginer, on le sait déjà, quelles sont les compétences qu'il faudrait un peu développer. Et donc, un investissement massif, c'est ce qu'on dit aussi dans les rapports de la commission de Guillaume Bouvreau, c'est de dire il faut faire vite. Sinon, comment on met cette technologie à disposition de l'humain, c'est aussi là. Et ce qui est passionnant aussi dans ce rapport, c'est que vous argumentez sur le fait que c'est avant tout une question d'éducation, une question de formation, voire même de formation continue. Et ce que vous préconisez, c'est que les entreprises, quelle que soit leur taille, des PMI, des PME, des ETI, des grands groupes, mais les grands groupes ont peut-être déjà plus les moyens que les autres, qu'il faut absolument savoir se former. Gilles Babinet, par exemple, dit souvent que le monde, peut-être de demain, va se diviser en 2 catégories, celles et ceux qui sauront utiliser l'intelligence artificielle et celles et ceux qui ne le sauront pas. Est-ce qu'on va vraiment, de ce point de vue-là, si on ne s'y forme pas suffisamment tôt, si on n'adopte pas ce rythme technologique effréné, est-ce qu'on risque d'avoir un monde du travail à 2 vitesses ? C'est tout à fait l'enjeu et il n'est pas anodin. Ce qu'on peut dire, c'est dans l'opportunité de réduire des gaps et d'inégalités, il y a aussi le challenge de faire en sorte que ces inégalités ne se creusent davantage. Et je pense nous ne sommes pas tous égaux devant les technologies en général. Il y a un public urbain connaissant l'anglais, mobile, qui voyage et qui est plutôt à l'aise avec tous ces changements et ces outils et qui peut s'adapter aussi vite. Et il y a aussi des travailleurs, des citoyens qui, toute cette
ces changements, même des jeunes, on a fait des enquêtes l'année dernière, même les jeunes sont assez angoissés de cette évolution trop rapide, comme si on n'arrivait pas à la suivre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit la technologie. C'est un peu compliqué de dire ça aujourd'hui. De toute façon, il y a eu des tentatives de moratoire. Vous avez vu, on n'arrête pas. Il y a aussi même les Américains qui nous disent, mais si on arrête ou si on ralentit, les Chinois continuent. Vous voyez, c'est des régulations qui doivent avoir lieu au niveau global. J'en sais quelque chose parce que l'Europe, elle est quand même à l'avant-garde d'une certaine forme de régulation. Mais voilà, il faut pas, la régulation n'empêche pas l'innovation. Il faut rester quand même dans la course, ou autrement, on va se retrouver. Et donc, pour revenir aux inégalités, comment dès le plus jeune âge, on met des outils. L'école, c'est très important, même, je dirais, même avant l'école, la préscolarisation, à développer ces capacités critiques et de recul par rapport à toutes les choses bluffantes qu'aujourd'hui la technologie ou les images, les fausses images. Vous voyez, la campagne aux États-Unis aujourd'hui, elle est complètement polluée par des fausses informations. Donc, comment faire en sorte que nos citoyens, tous, participent de manière un peu continue, comme vous dites, et massive, la plus inclusive possible, dès le plus jeune âge, en acquérant cette capacité de recul, capacité critique. C'est pas que des vérités que nous voyons, c'est pas des vérités que des vérités que nous entendons. Et ça, je pense que voilà, c'est vraiment un devoir. Je pense qu'il faut pas tarder. Et on peut se dire, on est toujours en retard par rapport à des évolutions si rapides. Et donc, il faut mettre l'accélérateur. On a parlé des configurations dans lesquelles l'IA peut s'hybrider avec le travail humain. Il y a aussi des entrepreneurs qui décrivent des situations, des catégories d'emploi dont soit ils disent qu'on ne veut plus, soit pour lesquelles il y a de la pénurie de main-d'œuvre. On a reçu dans cette émission un entrepreneur qui travaille sur le train autonome. Il nous dit, mais moi, je vais pas remplacer des cheminots, on n'arrive pas à trouver de cheminots suffisamment. Et c'est quelqu'un qui a un discours environnemental assez fort. Il dit, c'est quelqu'un qui venait de Tesla. Il dit, moi, je quitte la voiture, même si elle est électrique, parce que l'avenir de la mobilité durable, c'est le train. Donc, je veux plus de trains. Je pense qu'il faut encore plus de trains, même pour les trajets interurbains, etc. Mais plus de trains, plus de cheminots, on va pas y arriver. L'IA, solution magique, le train autonome, plus besoin de former des cheminots. Comment on doit prendre ça? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'il y a d'autres domaines où ce type de réflexion, fait partie du débat? Est-ce qu'il faut arrêter de former des cheminots et s'en remettre à l'IA? Alors, c'est une question qui n'est pas simple. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne voit pas, honnêtement, des licenciements massifs, du moins en France, mais même ailleurs, quand je regarde un peu autour, à cause de cette technologie. Donc, je ne vois pas aujourd'hui de remplacement massif de l'humain par la machine. Il y a quand même des métiers, attention, au contraire, où on a du mal à recruter. Vous avez cité, je n'avais pas encore cet exemple, merci. Il y a tous les secteurs de la santé, secteur du nettoyage. Là, je dirais qu'on n'arrive pas à recruter, mais je pense, et syndicalement, je l'ai dit, qu'il y a aussi à rendre ces métiers plus attractifs. Et je pense que, par exemple, dans les soins, est-ce qu'on a envie d'avoir, ou même pour nos enfants, pour nos personnes âgées, une machine qui s'occupe d'eux ou un humain? Vous voyez, donc la question va... Je pense que peut-être les chemins de fer ou les trains, et encore faut-il qu'il y ait de l'acceptabilité sociale. Oui, bien sûr, il faut de la confiance. Du public. Pour dire, je monte dans un train complètement automatisé, encore plus dans un avion. Les questions se posent. Donc, il y a ça. Mais quand on parle de nos chers êtres proches, on a envie que ce soit peut-être un humain qui s'occupe d'eux. Donc, vous voyez qu'il faut faire aussi des choix. Finalement, nous devons modeler les mondes dans lesquels nous voulons vivre demain. Est-ce que nous voulons avoir des robots à éduquer nos enfants? Moi, je pense que non, que l'enseignement, l'éducation, etc., les soins, les care doivent passer par l'humain. Et il faut rendre peut-être ces métiers plus intéressants,
mieux rétribués. C'est aussi ça qui se passera peut-être demain. Voilà, donc c'est... Et l'autre chose, peut-être aussi de dire que c'est pas parce qu'on met une technologie dans un endroit, une organisation, que tout doit rester, le reste ne change pas. Si on met une technologie si disruptive qu'il y a ou l'IAG, il faut que tout change. Les process, la façon de travailler, les tâches, comment elles se répartissent, comment je mets mes salariés ou mes travailleurs en compétence pour pouvoir mieux travailler, mieux que la machine. Parce que l'intérêt, c'est que je peux être remplacé par quelqu'un qui travaille mieux que moi avec l'IAG, pas tellement par la seule technologie. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une réflexion qui est plus globale. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on abandonne les courts termes, c'est-à-dire la productivité, le remplacement humain, je peux dire, mais moi, c'est une occasion, en tant que chef d'entreprise, pour améliorer ma productivité, pour innover plus, pour avoir plus de créativité. Voilà. C'est un monde aussi que nous devons inventer pour qu'il soit meilleur. Et pour l'inventer, il faut beaucoup de dialogue social. Dans ce que j'entends, il faut réfléchir métier par métier, aux impacts. Est-ce que ça peut-être cette arrivée de l'IA dans ce monde du travail, est-ce que c'est pas aussi beaucoup de boulot pour les syndicats? C'est surtout une occasion pour renouveler aussi les dialogues. Parce que vous ne pouvez pas introduire une technologie qui fait peur sans un dialogue, et surtout avec la volonté de faire de la transparence. Parce que nous n'avons pas du tout parlé des enjeux éthiques qui se posent sur ces questions. Mais on va le faire, figurez-vous. Voilà. Et par exemple, expérimenter, faire jouer, laisser jouer, expérimenter sur des outils comme ça. Ceux qui font l'activité et qui sont censés travailler avec ces technologies et ces outils, c'est les minimums. Je veux dire, on ne peut pas imposer à quelqu'un de prendre une machine qui fait le contrôle qualité à sa place sans qu'il ait son mot à dire. Ou je vois même des personnes qui sont fières d'avoir, par exemple, une force physique et qui n'ont pas envie qu'une machine fasse leur place. Vous voyez, donc il faut une acceptabilité dans le travail aussi. Et donc, ça passe à travers les dialogues professionnels, ça passe à travers les dialogues sociaux. Comment on peut faire pour garder tout le monde. Vous voyez, les accords aujourd'hui qui sont signés souvent en Europe, dans certains pays, en France, un peu plus timides, les dialogues sociaux, mais ils ne disent qu'une chose, si j'introduis ces outils, c'est pas pour vous remplacer. Je m'engage à garder, par exemple, des accords dans les assurances UK ou en Allemagne, je garde tout le monde. Et je vous accompagne dans cette transformation pour que vous puissiez rester. Mais est-ce que c'est pas une première partie, finalement, qui va nous aider à avoir plus d'acceptabilité, justement, de l'utilisation de l'IA, fût-elle générative, dans les entreprises? Est-ce que c'est l'étape 1, c'est-à-dire que on commence à l'utiliser, on rassure avec des accords en disant que oui, en effet, on pourra continuer à travailler finalement en hybridité humaine et machine, et peut-être que dans quelque temps, en fonction aussi de la progression, de la rapidité, de la force de frappe de l'outil, peut-être qu'on commencera justement à l'utiliser de façon plus massive et donc à laisser tomber un peu l'humain. Est-ce qu'on fait entrer le loup ou l'IA dans la bergerie? Il y a des tâches qui pourront être faites mieux que la machine, que la machine, et ça, c'est incontestable, et c'est bien que la machine les fasse. Mais comment l'humain va faire d'autres choses plus intéressantes, par exemple, plus créatives, ou tout ce qui est, on a dit, les care, les soins, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est empathique, tout ce qui est innovation. Ça, c'est pas la machine. La machine, elle répète. On sait que ces machines, d'abord, quand elles font des réponses, même bluffantes, ou de la créativité, etc., finalement, c'est basé sur le passé. L'innovation en machine, elle est très rare. Et bon, peut-être aujourd'hui, ça peut créer aussi des images à partir des créations humaines. Mais tout ce qui est innovant, moi, je pense que c'est la prérogative humaine. Il faut la garder. Non seulement la garder, mais il faut la solliciter. Après, voilà, on a commencé notre débat, notre conversation avec la finalité. Voilà, si la finalité derrière, elle est toujours l'obsession, comment je fais, on pourrait aussi dire, il y a des gains de productivité, je vais travailler moins, mes salariés.
Parce qu'en plus, s'ils sont uniquement sur des tâches cognitives, créatives, etc., sont peut-être des tâches aussi plus prenantes au niveau cognitif. C'est comme des serveurs qui réchauffent. Le cerveau humain aussi, ça se réchauffe. Donc, pourquoi pas aller vers un monde où on travaillerait moins. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant toute l'évolution du travail, c'était aussi ça. Voilà, aujourd'hui, peut-être, mieux diviser les gains de productivité, ça fait aussi, ça veut dire aussi réduire du temps de travail, potentiellement. Je vous écoute et je me dis que concrètement, ça veut dire quoi pour vous, pour la CFDT ou d'autres syndicats, par exemple? Ça veut dire qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir et des secteurs à mettre finalement sur pause par rapport à l'IA. Il y a vraiment des métiers, des emplois qu'il va falloir protéger, sur lesquels on se dit, OK, là, on fait justement un accord de branche, un accord avec l'entreprise, et on ne touchera pas au métier du care, on ne touchera pas à certains types de métiers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas toucher au métier du care. Je dis comment on introduit une technologie qui ne doit pas remplacer l'humain dans les soins. Par exemple, il y a peut-être plein de tâches, je ne suis pas une infirmière, mais il y a plein de tâches administratives, etc. Une chef infirmière, par exemple, ou un chef infirmier, il a beaucoup de tâches administratives aujourd'hui. Ça, on pourrait les déléguer à la machine. Quelle est la valeur ajoutée? Par contre, la relation avec les patients, si elle est plus durable, si elle est plus intense, si elle est plus fréquente, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour les patients, bien évidemment, pour leur famille. Donc, voilà. Vous voyez, donc, je ne me positionne pas, mais pour décider ça, il faut qu'il y ait une négociation, une expérimentation, dire, voilà, ça, on négocie, les tâches qui restent à l'humain doivent être de ce niveau-là, et c'est une discussion un peu globale, une discussion qui implique débat, qui implique dialogue, qui implique, revoir un peu les postes, revoir la catégorisation des emplois, etc. Je dis, mettre une technologie comme ça, ce n'est pas plug and play, c'est quelque chose qui implique une révision un peu totale. Et je pense que c'est ça qui est intéressant du travail humain, de la complémentarité, de la réorganisation, des process, etc. différents. Si l'IA pouvait se syndiquer, elle prendrait plutôt sa carte où? Au MEDEF, à la CFDT ou à FO? Ouf. Quelle question. Je n'ai pas réfléchi. Mais C'était fait pour. Ça tombe bien. L'IA prendrait sa carte au MEDEF. Je ne sais pas. Je pense qu'elle a pas la possibilité ou la capacité de choisir dans ce monde parce qu'elle comprend pas les contextes dans lesquels elle est. Donc, les patrons, les syndicats, je ne sais pas si elle fera bien la différence. On vous reposera la question quand on aura une vraie intelligence artificielle générale. On n'en est peut-être pas encore là. Je voulais revenir juste sur votre position au Conseil économique et social européen. Vous donne une vue un peu d'ensemble de ce qui se passe dans les autres pays, chez nos voisins. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés sur le débat qu'on avait sur comment, au sein d'une catégorie professionnelle, d'un métier, on adapte le contexte, on signe des accords peut-être déjà? Est-ce qu'il y a soit des métiers, soit des pays qui sont des bons exemples à suivre, ou à l'inverse, des choses peut-être un peu plus inquiétantes? Alors, c'est la situation sur ces sujets comme sur d'autres, ça dépend des relations sociales qui sont une histoire, une tradition dans un pays donné. Alors, moi, j'ai les pays nordiques. Ils ont une loi 1985, donc un peu datée, on dirait, à l'époque de l'IA, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une introduction technologique qui impacte, qui suppose, implique des restructurations, des réorganisations, etc., il y a un dialogue qui s'ouvre. Et donc, mes collègues nordiques, suédois, avec qui j'ai parlé, danois, etc., me disent, mais ça, pour l'instant, nous, ça nous suffit. Maintenant, il y a l'AI Act, on va regarder un petit peu s'il y a des choses, bien sûr, à regarder de manière particulière, mais lorsque vous avez une base de confiance, des relations sociales qui sont plutôt régulières et sur la base de la confiance réciproque, bien évidemment, sinon vous construisez que les conflits, ça peut se passer pour toute transformation. Donc, je vois qu'ils sont des accords, oui, en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne, selon la présence des syndicats. Normalement, c'est des syndicats qui sont à l'initiative aussi des accords qui sont intéressants. En France, moi, je viens de regarder un bilan, je ne sais pas si vous l'avez marqué, sur 280 000 accords en France, collectifs.
il y en a même pas 1%, 0 quelque chose, qui, dans quelques paragraphes, mentionne l'IA. Donc, c'est très peu, Quasiment c'est très pauvre. inexistant. Voilà. Et moi, je pense que c'est aussi l'occasion de renouveler les relations sociales. Des deux côtés, parce que vous ne les renouvelez pas d'un côté seulement, et ça pourrait sortir de la logique du conflit. Aujourd'hui, lorsque je vois quelques exemples en France, on commence par introduire un outil, IAG futile, et les syndicats demandent quel est l'impact? Est-ce qu'on peut en discuter? Sur les métiers, sur les femmes et les hommes, est-ce qu'il y a des questions d'égalité des genres, est-ce qu'il y a des questions sur les salaires, etc., sur les compétences? Les minimums, c'est... Voilà, donc je vois les retranchements de l'entreprise qui a peur de faire peur. Et donc, grosso modo, on est toujours sur les automatismes qui est, alors je déclenche un délit d'entrave au niveau du comité social économique. Et donc, les choses partent un peu sous les sauts de l'obligation. Vous êtes obligé. Vous voyez? Donc, moi, j'ai préféré que les choses se passent en amont. On veut introduire un outil. Voilà, on l'expérimente avant de l'acheter. Parce qu'après, si je l'achète, j'investis. Comment je fais pour revenir en arrière? Je voudrais le déployer à tout prix parce que ça m'a coûté de l'argent. Donc, avant tout ça, il faudrait mettre en place cette forme. Et moi, je pense que tout le monde serait gagnant parce que ces genres de technologies, si vous avez des freins, des peurs, etc., de toute façon, ça ne se développe pas comme ça devrait. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, l'introduction de l'intelligence artificielle dans les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est un formidable atout pour renforcer le dialogue social. Ouvrir justement la question, commencer à regarder ensemble, soulever le capot justement de la technologie pour savoir pourquoi l'utiliser, à quel escient et surtout comment la déployer ensemble pour être sûr de pouvoir, encore une fois, cartographier les incertitudes, les craintes, parfois les peurs de certains collaboratrices et collaborateurs et justement renforcer cette cohésion sociale, ce dialogue social au sein des entreprises. Vous avez très bien résumé. Voilà, non mais je me suis dit, tiens, résumé à la mi-temps de l'émission. On est 8 mois à peu près après la sortie du rapport auquel vous avez contribué. Il y a notre ambition pour la France, qui est quand même vraiment un travail qui a marqué un peu un tournant dans le débat public en France sur ces questions. C'était une publication les plus abouties, les plus globales dans l'appréciation des conséquences positives et négatives de l'IA. 8 mois, c'est la date de publication. Vous aviez peut-être terminé les travaux un peu avant. Bon, disons qu'on est à peu près entre 8 mois et 1 an après la fin des travaux. C'est une éternité à l'échelle de la rapidité avec laquelle les technologies progressent. Quand vous relisez, alors je ne sais pas si vous le relisez toutes les semaines, mais quand vous revenez un peu sur les conclusions, les principaux chiffres, est-ce que vous vous dites on a fait du bon travail, on est encore, je signe encore au bas de ce rapport, ou est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient peut-être d'être réactualisées, ou des choses où vous vous dites peut-être que là on a peut-être manqué de discernement ou manqué de temps pour aller au bout de tel sujet. Comment vous voyez ça? Moi, j'ai dit, vous avez raison, c'est une course contre le temps, hein, c'est ce qu'on a dit tout à fait au départ. La rapidité nous met toujours dans une position au niveau des normes, au niveau des formations, au niveau d'accompagnement, toujours en retard. Donc, oui, on est en retard, et je pense qu'il y a aussi des questions autour du financement. Je rappelle que ce rapport est sorti lorsqu'il y a eu presque en concomitance les annonces des groupes budgétaires. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que des changements... Alors, il y a un rapport Draghi, je ne sais pas si vous avez les investissements. Alors, c'est un rapport de Mario Draghi qui, justement, s'intéresse à la compétitivité européenne et nous dit, en somme, innovez et investissez ou mourrez. En gros, c'est pas très optimiste, mais ça veut dire qu'on est encore temps d'investir et d'innover. Voilà, moi je pense qu'il faut investir dans la formation. Je parle du point de vue, il faut investir massivement dans la formation et ça coûte de l'argent. Mais voilà, c'est pas en rabotant le ministère du Travail qu'on va y arriver. Donc je pense qu'il faut quand même un peu s'arrêter, se dire mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en priorité? Parce qu'aujourd'hui, on répond plus à des injonctions politiques de l'opinion publique plutôt qu'avoir une vision un peu sur ce qu'on veut pour la France et pour l'Europe demain. Donc, je pense qu'il y avait les questions d'investissement et, moi, j'ai dit aussi dans les investissements dans la formation et dans l'accompagnement des travailleurs pour que ça soit une technologie inclusive.
Parce que demain, avoir des masses de chômeurs ou des inégalités encore plus criantes, ça fait du bien à personne. Même pas à la cohésion de nos sociétés, même pas à toutes les tentatives politiques déstabilisantes, etc. Donc, je pense qu'il y a urgence à agir, à éduquer, à former dans le travail, à accompagner, à faire en sorte que cette technologie se déploie avec le minimum de risques possibles. Une des moyens, c'est le dialogue social, mais c'est aussi le dialogue civil, plus largement. Vous voyez, aujourd'hui, on a des instruments de reconnaissance faciale dans les rues qui ont été mis en place lors des Jeux Olympiques. J'ai entendu dire qu'on va les faire durer. Est-ce qu'on a eu un débat citoyen là-dessus Alors, le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, en l'occurrence, parce que la loi voulait justement introduire l'utilisation de ces caméras de surveillance boostées aux IA pour une expérimentation pendant la période olympique. L'idée étant qu'évidemment, ces données soient des jeux de données qui puissent être analysés pour la recherche et pas forcément perdurer dans le temps. Mais vous êtes en train de nous dire que visiblement, il se pourrait qu'il y ait une pérennité. Voilà, et ça n'a jamais été ni débattu. Voilà, je reviens à la question d'avant. Est-ce que nous avons envie de vivre dans une société comme la Chine, qui flique tous ses citoyens dans tous leurs gestes, qui les note au niveau social? Donc voilà, c'est simplement une question, je dirais, humaine et philosophique, il faut qu'on se pose, aussi historique. C'est vrai que depuis, même on peut remonter jusqu'au quinquennat de François Hollande avec le lancement de la French Tech et une politique de soutien aux startups qui a évidemment continué sous la présidence d'Emmanuel Macron. On peut dire qu'on a coché un peu cette case de soutien aux entreprises et au secteur du numérique et de l'IA plus récemment, mais vous dites on a peut-être laissé de côté un peu l'accompagnement sociétal et la formation. En tout cas, vous dites à minima, attention à ce sujet. Ouais. Les entreprises, c'est très bien, la filière, c'est très bien, mais c'est pas tout. Il faut de l'acceptabilité, il faut de la formation et ça coûte de l'argent. Bah oui, c'est pas gratuit. Il faut accompagner et je pense que c'est comme ça qu'on peut espérer d'avoir des technologies qui se déploient bien, comme on les veut, avec une société dans laquelle nous avons encore envie de vivre, où tout n'est pas matérialisable pour tout le monde à la même vitesse, par exemple. Bon, il y a des personnes âgées qui ont déjà des difficultés à se repérer dans ce monde qui devient de plus en plus abstrait. Donc, voilà, je pense que l'accompagnement fait absolument partie aussi du progrès et aussi de la possibilité de déployer d'une manière responsable ces technologies. Et je pense que la démocratie, c'est débattre. Et c'est aussi dialoguer dans l'entreprise. Et ça fait partie, si on veut, des sociétés où les citoyens sont plus avertis, participent davantage, plus conscients et moins manipulables. Hein, je dirais, ça fait partie un peu globalement de tous les enjeux que nous avons au travail, dans nos sociétés où la démocratie devient un véritable challenge, où l'information et la vérité, c'est presque des valeurs qui n'existent plus. Voilà, et tous ces changements qui nous angoissent même. Ce que vous nous dites, Franca, c'est qu'on est en train finalement, avec l'IA, de redessiner un contrat d'entreprise, un contrat social, un contrat économique. Est-ce que ça veut dire que l'IA peut remettre en cause la question de la pénibilité du travail ? Elle devrait. Elle devrait remettre en cause la pénibilité, les tâches plus dangereuses, qui sont à risque pour la santé en humain. Oui, elle devrait. Ça fait partie de cette négociation. Quelles sont les tâches que j'ai envie de confier à la machine et que les travailleurs acceptent de déléguer à la machine. Hein, parce que j'ai dit, il y a aussi une négociation peut-être à voir là-dessus. Certaines personnes en disant, par exemple, moi je suis fière d'être fort physiquement et voilà, j'ai envie de faire la différence avec ça. Ma valeur ajoutée, c'est là-dessus. Alors peut-être ça va pas continuer éternellement, mais tout ça s'accompagne aussi. Et donc voilà, cette négociation est importante. Et tout ce qui est tâches dangereuses, why not, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Si on voit la transformation dans les chantiers avec les bulldozers, etc., voilà, ça n'a fait que progresser là-dessus. On peut continuer dans cette lancée. Et vous allez me voir en tirant le fil de la pénibilité au travail. Évidemment, je tire aussi le fil de la réforme des retraites. Ce qui m'a beaucoup étonnée pendant tous ces débats l'année dernière sur cette réforme et le fait d'acter un âge pivot à 64 ans, c'était finalement qu'on s'intéresse plus à l'âge du capitaine
qu'aux conditions dans lesquelles on entre aujourd'hui sur le marché du travail. Entendez-moi bien, aujourd'hui, quand tu as un talent de la Gen Z, par exemple, entre sur le marché du travail, il va peut-être être plus prompt à vouloir utiliser des outils d'intelligence artificielle que ses aînés, ou pas. Mais en tout cas, ça va modifier sa carrière, ça va modifier l'ensemble de sa vie au travail. On n'a jamais parlé d'IA, on n'a jamais parlé d'automatisation dans ce débat sur la réforme des retraites. Est-ce qu'on a manqué un petit peu le coche ? Oui, on n'en a pas parlé explicitement. Je pense que voilà, il y a aussi des temps, des maturations, de l'impact des technologies sont pas si évidentes. Même les impacts sont pas si évidents. On n'en parle pas beaucoup finalement en général. Donc finalement ça rentre pas dans les débats en général et dans les débats sur les retraites en particulier. Après, moi, je considère qu'il y a des personnes, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les paramètres de l'âge, qui auront envie de continuer à travailler, contribuer, même au-delà des 65 ou 70 ans. Et d'autres qui seront plus abîmés par le travail, parce que on n'a pas toujours travaillé avec des technologies qui nous ont soulagés. Donc, il faut prendre en compte ces parcours qui sont différents. Et donc, voilà, c'est pour ça que la CFDT trouvait injuste un paramètre qui est uniquement celui de l'âge. Voilà, c'est comment on travaille et comment on arrive à 60 ans ou 65. L'espérance de vie n'est pas la même. On peut être plus cabossé si on fait certains métiers que d'autres. En toile de fond de la discussion sur l'IA créatrice ou destructrice d'emplois, on a ce lien avec le revenu universel. Parce que dans un monde où ce serait la fin du salariat, il n'y aurait plus d'emplois pour tout le monde parce que l'IA prendrait une place centrale pour effectuer un grand nombre de tâches, il faudrait bien pouvoir donner des moyens de subsistance autres que le revenu du travail aux ex-salariés. Moi, je crois comprendre de notre discussion que c'est pas vraiment la vision qui vous enthousiasme, parce que vous nous parlez de comment l'IA peut s'hybrider avec le travail humain et comment tout ça peut être vertueux et puis qu'il faut faire des choix. Mais quand même, cette question du revenu universel, c'est quoi pour vous ? C'est une lubie ultra-libérale, très techno-enthousiaste qui dit la technologie va tout solutionner et puis on trouvera des occupations pour le reste de la société ? Ou à l'inverse, est-ce que c'est une vision, un filet de sécurité pour les gens qui seraient quand même laissés pour compte ? Comment vous voyez cette question-là ? Mais moi, je ne veux pas d'une société qui laisse des gens sur le bord du chemin. Voilà, si on parle d'une société qu'on veut inclusive, il faut se donner les moyens pour que tout le monde puisse faire un travail qui, peut-être, la notion même de travail va changer beaucoup. Moi, si je vois ma grand-mère, elle me regarde comment je travaille aujourd'hui, elle ne comprend rien. Elle dit, qu'est-ce qu'elle fait devant cet écran ? Vous voyez, donc, la façon de changer. Demain, beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas, 80% peut-être des métiers de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Mais il y aura peut-être... Je pense que les travails, c'est aussi la façon pour l'humain d'exprimer aussi ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. C'est pas il faut que ça soit pas une connotation négative. C'est un moyen de socialisation, de relationnel, même si on voit beaucoup de l'isolement aujourd'hui avec des nouvelles formes de travail, etc., sur lesquelles on revient d'ailleurs, comme le télétravail. Mais donc, voilà, moi, je n'ai pas envie, et je ne sais pas, les filets de sécurité, il existe déjà en France. On a des revenus, des solidarités. Voilà, l'expérimentation dans mon pays d'origine, l'Italie, n'a pas été probante. Il y a eu un mouvement politique qui l'a mis en place. Ça ne s'est pas révélé être la bonne réponse probablement en Italie. Donc, voilà, moi j'ai dit, donnons-nous les moyens pour ne pas laisser les gens sur le bord du chemin et faire une société pas plus technologique, mais surtout plus inclusive. La technologie doit être au service d'un progrès de nos sociétés, pas d'une régression. C'est pas de l'utopie. Je veux que ça anime la vision de nos entrepreneurs, de nos politiques et de nos citoyens. Je pense qu'une vision comme ça, elle peut être partagée. Dans le monde du travail inclusif, à finalement une société IA-clusive, si je vous entends bien. Merci infiniment, Franca Salis-Madinier, d'avoir été notre invité ce matin. Merci à toi, Laurent, comme toujours, pour cette discussion dans Changement d'époque en cours. Merci, Marjorie.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et ils s'annoncent exceptionnels. Retrouvez également notre newsletter Filteria dédiée à l'intelligence artificielle sur la page LinkedIn de Converteo. Si vous voulez nous écrire, c'est par ici, changement@converteo.com. On attend vos commentaires, vos remarques, vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Je remercie toute l'équipe de Converteo qui m'aide à préparer ce podcast, Mathilde Millet, Raphaël Fétic, Charles Le Tailleur, et un très grand merci aux équipes de Magellan qui nous aident à réaliser l'émission, Cécilia Gabizon, Yanis Hachemi, Raphaël Camoun et Gilles Chauvineau. Merci à toutes et tous. On vous retrouve très bientôt. Salut!